Lorsque l'on demanda à maître Alan Turing sur son génie perché une définition de l'intelligence artificielle, celui-ci, en lieu et en place d'une définition comme on pourrait en trouver en physique, en chimie et en mathématiques, proposa un test, le test de Turing. Que dis-je un test? Plutôt une performance. Un logiciel serait qualifié d'intelligent le jour où il réussirait à bluffer son utilisateur sur sa véritable nature logicielle. Si vous entamez un dialogue par écran interposé avec un interlocuteur dont vous ignorez la nature et que vous avez l'impression d'avoir affaire à un homme et qu'il s'agit d'un programme, ce programme serait intelligent. Notez que Alan Turing ne dit rien sur la manière dont ce logiciel doit fonctionner. Et ce faisant, naquit une ambiguïté fondamentale. Parce qu'il s'en est fallu seulement de quelques années pour qu'un autre informaticien, Joseph Weizenbaum, quelques années plus tard, propose un de ces logiciels qui s'appelle ELISA, un logiciel profondément stupide, mais qui réussit à confondre tous les patients dans un cabinet de psychanalystes qu'ils avaient réellement affaire à un psychanalyste alors qu'ils avaient affaire à ce logiciel crétin. Et en fait, ce logiciel, il se limitait à récupérer des bouts de phrases dans les énoncés des patients et créer des réponses toutes faites, des patrons de réponses, simplement à partir de ces bouts de phrases. Et ça inquiéta beaucoup Joseph Weizenbaum de cette définition de Turing. Quelques années plus tard encore, un célèbre philosophe à Berkeley, très critique de l'intelligence artificielle, John Searle, propose une expérience de pensée, ça n'était pas un logiciel, c'est une expérience de pensée, qui s'appelle la chambre chinoise. Et déjà à l'époque, dans les années 80, cette expérience fit couler beaucoup d'encre de Chine, en effet. Et je me propose de vous la relater un peu différemment. Ce ne sera pas la chambre chinoise, ce sera la prison chinoise. Alors imaginons que vous soyez emprisonné dans une prison chinoise et qu'en côté, dans la cellule voisine, il y a un prisonnier chinois qui est ravi enfin d'avoir quelqu'un avec qui communiquer. Il y a une porte qui vous sépare et ce prisonnier glisse sous la porte des petits messages écrits en chinois. Et bien sûr, vous ne comprenez rien au chinois. Mais truc suprême, astuce géniale, vous avez à votre disposition un immense livre, gigantesque livre, avec sur la page de gauche des messages écrits en chinois et sur la page de droite les messages qu'il faut associer à cela. Okay. Il vous suffit alors de récupérer le message écrit par votre voisin, de chercher en feuilletant ce gigantesque bouquin, de feuilleter et de retrouver ce message sur la page de gauche, de retrouver celui qui est associé évidemment sur la page de droite, de le griffonner maladroitement autant que faire se peut et de glisser le message sous la porte. Évidemment, pour le voisin de cellule, vous parlez parfaitement le chinois. Le truc de John Searle, c'était de dire, si vous avez l'impression que ce dispositif, vous et cet immense bouquin, vous comprenez le chinois, alors en effet, le test de Turing, les logiciels qui traduisent, les logiciels qui comprennent, les logiciels qui manipulent la langue, comprennent ce qu'ils font. Ambiguïté fondamentale, je vous l'ai dit. Proposons une phrase à traduire dans votre traducteur favori, Google Translate. Alors, comment Google Translate fonctionne? Eh bien, on la connaît, c'est l'IA qui performe, c'est cette IA très performative. En fait, Google a à sa disposition une gigantesque big data, okay, avec des bouquins français et toutes les traductions qui ont été proposées de ces livres depuis l'aube de l'humanité, les traductions français-anglaises. Il suffit alors, et vous voyez le lien avec la chambre chinoise, il suffit alors de retrouver dans un livre français cette phrase ou quelque chose qui approche cette phrase, qui ressemble à cette phrase, et de proposer simplement la traduction qui fut proposée dans un livre anglais à l'époque. Ça, c'est l'IA qui performe. En revanche, mon IA favorite, l'IA qui pense et l'IA qui comprend, c'est le royaume du linguiste. Comment va fonctionner un linguiste? D'abord, il va tenter une analyse syntaxique, il va essayer d'extraire les groupes nominaux, les groupes verbaux de la phrase, ça c'est la première étape.
Et puis après ça, il va essayer de faire une analyse sémantique, c'est-à-dire vraiment comprendre le sens de la phrase. Parce que la première IA, de fait, elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. Il va tenter d'en comprendre le sens et, en utilisant des bases de données gigantesques, pourra en inférer le sens et sans doute devinera l'ironie, le jeu de mots, le lien avec le film et tentera, comme un excellent traducteur, la traduction qui respecte l'esprit de la phrase initiale. Deuxième exemple. Vous savez, ces fameux jeux de société pour lesquels l'intelligence artificielle excelle. Ici, j'ai pris le plus simple, vous y avez tous joué, j'ai pris l'exemple du tic-tac-toe. Comment fonctionne une IA qui performe, une IA performative? Elle constitue un immense big data, okay, avec toutes les parties de tic-tac-toe qui ont été jouées depuis l'origine de l'humanité. Elle constitue cette base de données, et en fait, il suffit de scinder toutes ces parties en les parties qui furent gagnées et les parties qui furent perdues. À partir de cela, je ne vais pas vous faire l'insulte, une simple analyse statistique des plus élémentaires permettra de deviner que les parties qui de fait furent gagnées débutèrent toutes par la croix placée au milieu, alors que les parties qui furent perdues débutèrent par une croix disposée n'importe où. IA performative. Notez que cette IA-là n'a pas la moindre idée de ce que c'est le tic-tac-toe, de c'est quoi jouer à un jeu de société. L'IA qui comprend, l'IA qui pense, c'est en fait l'exercice presque obligé de tout informaticien en herbe, de tout débutant en intelligence artificielle. Vous construisez un logiciel. Ce logiciel fonctionne avec une stratégie dite de min-max, c'est pas l'importance. En fait, vous déployez les coûts sur une certaine profondeur, vos coûts à vous, les coûts de l'adversaire sur une certaine profondeur, comme je l'ai dit, et vous évaluez chaque configuration obtenue par un nombre qui est plus ou moins, si vous voulez, la qualité de cette configuration sur le chemin de la victoire. Et en rebroussant en chemin sur cet arbre-là, en minimisant les coûts de votre adversaire et en maximisant les vôtres, vous allez aussi déduire que le meilleur coup à faire, c'est de mettre la croix au milieu. Mais cette IA-là comprend, elle pense ce qu'elle fait. Dernier exemple, la fameuse voiture automatique de Google. Comment fonctionnerait l'IA performative? Je sais, j'y étais. Dans les années 80, j'ai participé au développement de ce type de logiciel. On met une caméra sur le capot du véhicule. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on capture toutes les perceptions des meilleurs conducteurs humains de la planète. Okay, vous simulez, vous imitez les meilleurs conducteurs, vous captez ce qu'ils perçoivent via cette caméra et vous enregistrez également les actions qu'ils font pour conduire. C'est-à-dire que vous constituez une immense big data avec toutes les perceptions-actions des meilleurs conducteurs humains de la planète. Et une fois en possession de cette big data, deuxième ingrédient, vous faites l'acquisition d'un gros réseau de neurones, qui est une espèce de grosse boîte noire paramétrée avec plein de paramètres, et vous ajustez ces paramètres par un algorithme dit d'apprentissage, de sorte à ce que le réseau de neurones reproduise les perceptions, actions des meilleurs conducteurs de la planète. Et de fait, vous mettez le réseau de neurones au volant du véhicule et il va conduire parfaitement le véhicule sans avoir la moindre idée qu'il est en train de conduire, sans savoir ce qu'est un véhicule. Comment ferait l'IA qui comprend et qui pense dans un cas semblable? C'est le royaume de l'ingénieur, de nos ingénieurs. On va commencer comment? On va d'abord faire un modèle du véhicule, modèle mathématique, modèle de son environnement, modèle des objectifs à remplir par ce véhicule. Par exemple, minimiser un chemin, minimiser sa consommation, éviter les obstacles, bien évidemment. Et l'automaticien va découvrir ce qu'on appelle une commande optimale, c'est-à-dire exactement la commande pour chaque perception à effectuer de manière à réaliser cet objectif. Voyez à nouveau la différence. Cette IA-là comprend, cette IA-là pense. Que dire en guise de conclusion pour différencier ces deux IA? La première conclusion serait très simple, ce serait de me dire, mais vous savez, M. Bersignon, on la connaît cette différence. Votre IA qui comprend, votre IA qui pense, ce sont les sciences cognitives. L'IA qui performe, ce sont les sciences de l'ingénieur. C'est deux disciplines différentes. Vous savez, vous la connaissez, la fameuse histoire rabâchée de l'avion qui n'a pas eu vraiment besoin de battre des ailes ou de s'inspirer des oiseaux pour voler aussi bien que ceux-là. Alors, à cette critique, à ce constat, je répondrai deux choses. Surtout en défense de cette IA qui comprend et de cette IA qui pense. La première chose, c'est que les meilleurs IA aujourd'hui, les meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle sont souvent un cocktail des deux traditions. Un des algorithmes les plus populaires aujourd'hui utilisés par Google, c'est ce qu'on appelle le deep learning. En fait, c'est une réhabilitation de nos vieux réseaux de neurones. Ce dont Google s'est rappelé, c'est que c'était intéressant d'avoir des multicouches, des couches intermédiaires dans ces réseaux. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, on fait comme ça. Dans nos cerveaux, les systèmes perceptifs utilisent les multicouches. Et ces couches-là servent pour extraire des informations intéressantes dans les images. Vous voyez qu'on est ici à l'intersection des deux IA. Deuxième exemple,
le fameux jeu de Go. Vous savez que Go, c'est ce dernier jeu de société qui résiste à l'envahisseur logiciel. Les meilleurs joueurs sont encore des joueurs humains. Sachez que les meilleurs joueurs de Go logiciel, je les connais, j'en développe certains, sont là aussi un cocktail de ces deux IA. Vous avez de l'apprentissage, big data, mais vous avez aussi des stratégies de type min-max. Donc là aussi, un mélange des deux IA. Dernier exemple, le fameux Watson. Vous savez, ce fameux logiciel qui a battu les plus grands joueurs de ce jeu télévisuel américain qui est peu semblable à notre question pour un champion. Mais sachez que Watson a rejoué toutes les parties de Jeopardy depuis l'origine de ce jeu. Big data, apprentissage. Mais aussi, Watson utilise d'immenses bases de données sémantiques qui lui permettent évidemment de mieux comprendre, de mieux inférer les questions qu'on lui pose. Mais pour moi, la conclusion la plus importante, en défense de cette IA qui comprend ce qu'elle fait, de cette IA qui pense. À l'heure où nous sommes en train d'octroyer de plus en plus à des logiciels des responsabilités aussi sensibles que conduire une voiture aux heures de pointe, rond-point de l'Étoile à Paris, que de conduire un drone et de décider, décision ultime, décision la plus létale, de décider de larguer une bombe sur un soi-disant groupe d'apparents terroristes. Accepteriez-vous que ces logiciels prennent leurs décisions sans comprendre le moins du monde comment et pourquoi ils prennent cette décision? En d'autres mots, accepteriez-vous que demain, à cette gigantesque boîte noire, on octroie la responsabilité ultime, la responsabilité de tuer? Merci.